Un cerf mort gît sur l'herbe alors que Bear commence un flashback sur les conseils de sa mère. Tout un groupe de choses ressemblant à des belettes est en train de dévorer la carcasse du cerf. Le loup prend son repas, en pensant à comment sa mère lui a dit d'être parfois un lâche. Une patte énorme entre dans le cadre pendant que notre gars se demande encore ce truc d'être un lâche. En pleine bouchée, l'œil de loup s'écarquille alors qu'il sent enfin qu'il n'est pas seul. Le nez d'un ours géant renifle l'air, et mon gars se demande encore ce que signifie la peur. L'unité absolue d'un ours se promène dans la clairière comme s'il possédait les lieux. Le reste de la meute perd complètement la tête, criant que la bête est là. L'ours plante son énorme patte alors que la meute le traite de sale bâtard. Big Bear pousse un rugissement massif, disant à peu près à tout le monde de dégager de sa cuisine. Le reste de la meute est figé de peur, transpirant à grosses gouttes au-dessus de la carcasse du cerf. Lou se demande pourquoi il ne devrait pas utiliser sa force, et Big Bear a l'air vraiment confus. Notre gars commence à aboyer sur l'ours, et ses compagnons de meute perdent absolument la tête à cause de son humour macabre. Il fait tout un discours sur la fierté et le fait de ne pas reculer après avoir jeûné pendant 3 jours. La patte de Big Bear arrive en volant pour interrompre ce discours avec une dose de réalité. L'ours frappe juste Lou, l'envoyant voler comme s'il ne pesait absolument rien. Notre gars saigne à mort en plein vol, continuant son monologue sur sa force étant son essence. La meute regarde juste en état de choc complet alors que leur brave chef se fait tuer d'un seul coup. Le corps de Lou s'écrase au sol alors que Big Bear prend place à la table du dîner. La meute terrifiée s'incline alors que l'ours leur demande ce qu'ils pensent de ses méthodes. Big Bear se tient au-dessus de la carcasse du cerf pendant que la meute terrifiée le regarde. L'ours leur lance l'un d'entre vous veut me tester? Les défiant du regard. Toute la meute rentre immédiatement la queue et s'enfuit à toute vitesse. Big Bear les traite d'idiots pour n'avoir compris la situation qu'après avoir vu leur gars se faire démolir. L'œil de l'ours se plisse alors qu'il jette un coup d'œil en arrière, pensant toujours à la confrontation. Un dernier plan de la carcasse du cerf avant que l'ours ne revendique son repas durement gagné. Big Bear commence à manger, disant que la viande gratuite est la seule raison pour laquelle la meute est encore en vie. Nous avons une leçon d'histoire aléatoire sur un méga ours préhistorique alors qu'il s'éloigne. L'ours laisse échapper un énorme rat éclaboussé de sang après avoir terminé son repas. Squelette, et Big Bear se plaint déjà d'avoir encore faim. Big Bear lèche sa patte propre, décidant qu'il se fiche du drame. L'ours se lève, prêt à passer à autre chose après son apéritif. Il prend une grande inspiration de l'air en contemplant sa prochaine étape. Big Bear laisse échapper un rugissement massif alors que le narrateur commence une leçon d'histoire. Son oreille tressaute en captant quelque chose au loin. Nous avons une carte de documentaire complète l'identifiant comme un méga ours préhistorique. Le narrateur explique que ces ours anciens étaient généralement omnivores. Mais, bien sûr, l'histoire nous frappe avec le trope, celui-ci est différent. Les yeux de Big Bear s'ouvrent brusquement, confirmant qu'il est construit plus robuste que son ancêtre. Il se fixe sur une cible au sud-est et commence à marcher comme s'il avait une réservation pour le dîner. Big Bear décolle à toute vitesse, ayant l'air beaucoup trop heureux de trouver plus de nourriture. Le narrateur explique qu'il est un connaisseur de viande, suivant l'odeur du sang jusqu'à son prochain repas. On nous dit qu'il ignore complètement les baies et l'herbe parce qu'il est un carnivore strict. Mon gars traverse les plaines, se déplaçant beaucoup plus vite qu'un ours ne le devrait. Le narrateur vante son obsession pour la viande, disant que c'est à un tout autre niveau. Nous passons à un léopard qui vient de marquer une nouvelle mise à mort de cheval pour le dîner. Le léopard se tient au-dessus de son prix, pensant probablement à quel point ce repas sera bon. Big Bear franchit la colline comme le putain de Terminator, repérant le repas durement gagné du léopard. L'ours rugit, disant essentiellement au léopard qu'il est sur le point de se faire voler sa nourriture. Le léopard se tire immédiatement de là, réalisant qu'il ne vaut pas la peine de combattre une montagne ambulante. Le narrateur explique que Big Bear prend plaisir à regarder ses victimes courir pour sauver leur vie. Big Bear se plaint que le léopard soit un lâche, mais admet qu'il l'aurait tué de toute façon. Mon gars prend une grande bouffée de viande de cheval fraîche se préparant à festoyer. L'ours est tout excité par la fraîcheur de son repas volé, prêt à se lancer. Big Bear ouvre ses mâchoires massives pour prendre sa première bouchée du cheval volé. Soudain, des bruits de craquements forts commencent à provenir des arbres voisins. À mi-mastication, Big Bear s'arrête, réalisant qu'il pourrait ne pas être seul après tout. Un pied ridiculement énorme avec des griffes massives piétine juste à côté de lui. Big Bear donne un regard noir au nouveau venu, l'air complètement imperturbable par la différence de taille. Le challenger se révèle être un paresseux préhistorique massif appelé Mylodon. Le narrateur explique que ce paresseux géant, le Mylodon, est un omnivore qui mange aussi de la viande. Big Bear soupire juste, traitant le paresseux de vraie bête stupide pour avoir essayé de s'en prendre à lui. Les deux géants s'affrontent, Big Bear promettant de lui montrer la différence de leur niveau. Le Mylodon fléchit ses griffes absolument massives, essayant de faire un geste d'intimidation. Nous avons un gros plan des griffes du paresseux, qui sont essentiellement un poignard préhistorique. Big Bear est complètement imperturbable, se moquant du paresseux pour avoir pensé qu'une flexion des griffes fonctionnerait. Le Mylodon se déclenche et lance un coup de poing sauvage avec sa patte géante. Big Bear esquive sans effort le swing tout en traitant le paresseux de punk. Mon gars enroule sa propre patte, prêt à infliger une sérieuse dose de douleur.
Big Bear porte un coup vicieux, promettant de montrer aux paresseux à quoi ressemble un vrai combat. Le Mylodon trébuche tout ensanglanté alors que Big Bear se moque de lui en disant que le combat est terminé. Big Bear se fâche, criant qu'il n'en a pas encore fini avec la raclée. Mon gars démolit absolument le paresseux avec un coup de suivi, envoyant du sang partout. La tête du paresseux se tord complètement à cause de l'impact de ce coup monstrueux. Le corps du Mylodon se contorsionne alors qu'il tombe pour le compte, et Big Bear regarde simplement. Nous avons une vue aérienne du paresseux étendu froid alors que Big Bear se tient au-dessus de son travail. Le Mylodon laisse échapper un dernier gémissement, à peine conscient après cette raclée absolue. Big Bear laisse échapper un rugissement de victoire massif confirmant qu'il est le roi de cette jungle. Le narrateur nous frappe avec la ligne « Il est le plus fort alors que le paresseux est vaincu ». Retour en arrière sur un bébé ours nommé Bjorn qui se fait gronder par sa mère. Maman ours dispute bébé Bjorn pour avoir brutalisé son frère plus faible. Elle n'arrête pas de crier, demandant pourquoi il vole toujours la nourriture des autres oursons. Bjorn transpire, complètement blasé par cette leçon alors que sa mère menace de se fâcher. Le gars répond, se plaignant qu'elle soit toujours en colère et qu'elle s'en prenne à lui de toute façon. Sa mère l'emmène sur une falaise pour une discussion à cœur ouvert, lui demandant s'il sait pourquoi elle le gronde. Le bébé reste assis là, l'air triste et ignorant, comme s'il n'en avait aucune idée. Le visage de maman ours s'adoucit, montrant qu'elle s'inquiète en fait pour son petit monstre. L'enfant demande si elle est toujours sur son dos parce qu'il est son préféré. Bjorn a l'air vraiment surpris quand sa mère le reprend sur ses bêtises. Elle finit par lui dire que c'est parce qu'elle s'inquiète pour lui, et notre garçon réalise qu'elle se soucie réellement de lui. Bébé lève les yeux, traitant enfin les paroles de sa mère sur le fait qu'il est un petit monstre. Maman ours lui dit que la vie est dure, et l'adulte admet qu'il n'a pas écouté un mot. On voit un tatou préhistorique balancer une masse littérale comme queue. La queue de masse se prépare pour ce que le narrateur appelle une épreuve de force inévitable. Deux de ces types blindés commencent à se tourner autour dans un match classique de marquage de territoire. Ils continuent leur danse pendant que le narrateur explique que c'est une affaire sérieuse. Un des chars blindés devient agressif, sachant que le perdant est expulsé de la ville. Son adversaire est absolument terrifié, réalisant qu'il pourrait réellement mourir pour ça. Le pauvre gars tremble encore pendant que le narrateur parle d'un combat loyal. Et, bien sûr, le combat se termine avec la figure du peureux qui s'effondre. La queue de masse perdante est à terre, criant d'agonie après s'être raclée. On a un ralenti de la queue de masse qui se connecte directement au visage du pauvre bougre. Le tatou vaincu se tord sur le sol pendant que le narrateur explique les enjeux élevés. Le gagnant se tient là, le visage éclaboussé de sang, ressemblant à un sauvage absolu. Le narrateur nous frappe avec le discours de leur avenir entier qui était en jeu. L'orbite de l'homme est complètement enfoncée à cause de ce mouvement final brutal. L'herbe est littéralement tachée de sang, montrant à quel point cette épreuve de force était violente. Le gagnant se tient grand au-dessus du perdant, mettant officiellement fin aux différends territoriales. La queue de masse vaincue se débat pour se remettre sur pied, sachant qu'il a été exilé. Le perdant commence sa marche de la honte. Forcé de quitter sa maison après avoir été détruit, la queue de masse vaincue trébuche dans les bois, se tenant à peine après s'être raclé. Le gars rampe sur le sol, complètement épuisé et essayant juste de trouver un endroit pour se reposer. Il traîne son corps brisé sur un chemin, pensant probablement que le pire est passé. Le pauvre bougre pousse un soupir de soulagement, pensant qu'il est enfin en sécurité. Mais un ours charognard aléatoire apparaît derrière lui, prêt à ruiner sa dette déjà terrible. La queue de masse lève les yeux avec une horreur absolue, réalisant qu'il vient de passer d'une catastrophe à une autre. Un grand bruit retentit à travers les arbres alors que l'ours passe à l'action. Et juste comme ça, la queue de masse exilée est étendue morte sur le sol. L'ours charognard commence à lécher le cadavre, riant de son jour de chance et du repas gratuit. Il s'emballe pour la viande fraîche, disant que ce festin va durer un certain temps. L'ours charognard a du mal à traîner le cadavre de la queue de masse, se plaignant du poids. Il finit par installer le corps, prêt à dévorer son repas volé durement gagné. Juste au moment où il est sur le point de manger, il aperçoit une énorme empreinte qui n'est certainement pas la sienne. L'œil de l'ours tressaute alors que ses instincts de survie se mettent enfin en marche, lui disant que quelque chose ne va pas. Il baisse les yeux sur l'empreinte de pattes géantes, réalisant qu'il a un invité non invité. On a une vue d'ensemble de l'ours et de sa proie, préparant le terrain pour une autre confrontation. Des bruits de craquements forts résonnent soudainement des arbres, interrompant le repas tranquille. On voit un ours différent, à l'air nerveux, demandant à son copain s'ils sont réellement en sécurité. Son partenaire est trop occupé à se gaver pour s'en soucier, demandant ce qui l'inquiète autant. Le nerveux lui rappelle qu'ils empiètent sur le territoire du célèbre Bjorn. L'ours nerveux se demande s'il devrait manger si nonchalamment sur le territoire de quelqu'un d'autre. Son copain avide rejette l'inquiétude, disant qu'ils sont juste tombés sur le repas gratuit. L'ours avide essaie de se convaincre que les rumeurs sur Bjorn sont juste exagérées. Une patte massive entre dans le cadre juste au moment où il dit du mal de la légende locale. Il remet en question la rumeur selon laquelle Bjorn tue pour le plaisir, complètement inconscient de son sort imminent. Big Bear apparaît sur la crête, se plaignant déjà du manque de respect de ses gosses. Le gars les reprend immédiatement,
demandant qui leur a donné la permission d'être sur sa terre. Les deux ours intrus voient enfin s'approcher et réalisent qu'ils ont fait une énorme erreur. Björn fait la loi, disant aux intrus que le premier qui bouge est un homme mort. Le gars leur lance un regard noir, contemplant clairement comment il va gâcher leur journée. Une maman ours avec ses oursons demande si ce ne sont que les trois qui sont en infraction. L'ours nerveux s'adresse à Björn avec beaucoup trop de respect, sur le point de se pisser dessus. Il commence à expliquer frénétiquement qu'il ne savait pas que c'était sa forêt et qu'ils ont juste chassé leur nourriture ici. Son copain renchérit avec les mêmes excuses que Björn raille, complètement blasé par leurs gémissements. Björn finit par dire aux deux voyous de fermer leur bouche, et il se fige immédiatement. Le gars demande s'il pense vraiment qu'il est un fou qui tue juste pour intrusion. Il fait mine de comprendre, disant qu'il comprend que les jeunes ours font des erreurs en chassant. Les deux idiots y croient en fait, soupirant de soulagement que les rumeurs soient fausses. L'ours nerveux regarde, entendant quelque chose et ayant l'air complètement confus. Pao écrase le crâne de l'ours à vide, et il donne à l'autre 10 secondes. L'ours nerveux regarde sous le choc le crâne fraîchement enfoncé de son copain. Énonce les règles de son jeu de tag malsain. S'il t'attrape, tu es le dîner. Le pauvre bougre réalise enfin qu'il est foutu et commence à crier à l'aide. Un compte à rebours de 10 secondes commence, transformant toute la forêt en un piège mortel. L'ours nerveux compte toujours dans sa tête, perdant absolument la tête. Le gars se précipite à travers les bois alors que le compte à rebours devient dangereusement bas. Björn lâche une détonation pour signaler le début de la chasse, ayant l'air beaucoup trop heureux à ce sujet. Ce psychopathe admet qu'il est accro à l'excitation de la chasse et se prépare à bouger. Björn prend une grande inspiration, captant l'odeur de la peur pure et sans mélange. Mon gars commence à traquer sa proie, se demandant où se cache ce petit voyou. Björn se met à hurler dans les bois, appelant l'ours caché comme un fichu animateur de jeux télévisés. Mon gars donne au pauvre bougre un compte à rebours de 3 secondes pour se montrer ou en subir les conséquences. L'ours nerveux transpire à grosses gouttes en serrant un arbre, espérant que Björn ne sache pas compter. Björn termine son compte à rebours et annonce avec un sourire que le temps de jeu est officiellement terminé. Il avertit sa proie de ne pas se faire prendre alors que l'ours nerveux s'éloigne en panique. Björn repère immédiatement l'idiot caché dans l'arbre, mettant fin à ce jeu de cache-cache. L'ours nerveux entend un bruissement en dessous et réalise que sa cachette était nulle. Le visage de Björn apparaît à travers les feuilles avec un regard flippant de « je t'ai trouvé ». L'ours nerveux perd complètement ses moyens, hurlant à plein poumon dans une terreur absolue. Björn commence à grimper à l'arbre, se moquant du gars d'avoir peur après avoir été averti. Björn continue de grimper à l'arbre, disant au pauvre bougre que le jeu est officiellement terminé. Et juste comme ça, l'ours nerveux est au sol, ensanglanté et acceptant son sort. Björn se tient au-dessus de sa proie fraîchement tuée, notant qu'il en a eu un et que l'autre famille a dû s'échapper. Il regarde dans les bois, se disant que la maman ours et ses petits sont partis depuis longtemps maintenant. Mon gars prend une seconde pour reprendre son souffle après ce petit jeu de chat et de souris. Il décide qu'il chassera les autres plus tard, disant qu'il n'y a pas besoin de précipiter le plaisir. Priorité oblige, il se retourne vers le premier ours qu'il a tué pour finir son repas. On a un gros plan ignoble de Björn déchiquetant le cadavre comme si c'était un buffet. Il lâche un rugissement satisfait après s'être rassasié de viande fraîche. Ce cannibale s'éloigne, mentionnant nonchalamment combien c'est savoureux de manger sa propre espèce. Le narrateur nous donne une leçon sur le fait que la chasse est apparemment beaucoup de travail. On voit la maman ours qui s'est échappée plus tôt, traquant maintenant des empreintes pour nourrir son petit. Elle est concentrée, essayant de reconstituer la piste comme une fichue détective. La pauvre fille traverse les plaines, montrant à quel point la chasse peut être épuisante. Elle allait et est épuisée, mais continue d'avancer pour trouver un repas. La maman ours se met en position, attendant le moment parfait pour tendre une embuscade à sa proie. Mais son instinct de chasseuse devient soudainement fou lorsqu'elle réalise qu'elle n'est pas seule. Elle regarde par-dessus son épaule, absolument terrifiée par une présence qu'elle ne peut pas voir. Ma fille est figée sur place, fixant la silhouette sur la colline dans une horreur pure. Et il la complimente nonchalamment sur la distance qu'elle a réussi à parcourir. Maman ours est complètement essoufflée, absolument épuisée par la course. Elle lâche un dernier cri désespéré. Sachant qu'elle est complètement foutue, ma fille fait un dernier effort pour s'échapper, lui criant de rester en arrière. Björn se contente de sourire, la traitant de mignonne et annonçant qu'il est temps de mettre fin au jeu. Le narrateur confirme que ce psychopathe ne chasse pas. Maman ours court juste pour sauver sa vie. On nous dit que c'est juste du pur plaisir tordu pour lui alors qu'il savoure la chasse. Décide de prendre son temps, disant qu'il ne veut pas se fatiguer. Le narrateur explique qu'il adore jouer avec ses victimes juste avant de les tuer. Et, bien sûr, elle trébuche sur une fichue branche d'arbre dans sa panique. Fin prévisible. Maman ours est au sol, complètement épuisée et acceptant son sort. Björn s'approche nonchalamment, lui disant que c'est la fin de la ligne pour elle. Mon gars la félicite même d'être la première à durer 3 jours dans son jeu tordu. Complètement vaincu, maman ours demande pourquoi diable il fait ça. Björn a l'air sincèrement confus, lui demandant de préciser de quoi elle parle. Elle perd complètement ses moyens, lui criant dessus pour avoir chassé sa propre espèce pour une intrusion.
Björn se contente de sourire, demandant si elle veut vraiment connaître sa motivation tordue. Maman ours confirme que, oui, elle aimerait savoir pourquoi elle est sur le point de se faire assassiner. Ce psychopathe absolu regarde vers le bas et lui dit qu'il le fait simplement parce que c'est amusant. Elle est horrifiée alors que Björn explique qu'il prend juste de la bonne viande quand il en voit. Björn expose sa simple logique de psychopathe. Il est fort. C'est amusant, alors il le fait. Il lève sa patte pour le coup de grâce alors que maman ours fait un plaidoyer de dernière seconde. Björn l'écrase complètement, se moquant d'elle pour avoir supplié juste à la toute fin. Mon gars lâche un soupir satisfait, du sang éclaboussé sur tout son visage comme si de rien n'était. On a une photo ignoble du crâne effondré de maman ours alors que Björn parle de la sensation agréable que ça procure. Ce cannibale se lèche les babines, savourant la mort comme un bon vin. On revient à bébé Björn, qui prétend avoir enfin compris la leçon de sa mère. Sa mère le sermonne toujours pour ne pas avoir volé de nourriture et s'être entendu avec ses frères. Bébé Björn accepte à contre-cœur les conditions de sa mère, probablement juste pour la faire taire. Maman ours ramasse son petit monstre, lui disant qu'il est temps d'aller dormir. Maman ours dit à bébé Björn qu'il finira par comprendre qu'elle avait raison sur tout. On coupe à une autre maman ours dormant paisiblement avec ses 3 petits dans une tanière. De retour dans le présent, Björn adulte lâche un petit rire suffisant, clairement en train de manigancer quelque chose. Mon gars décide qu'il n'en a pas fini pour la journée et part à la recherche d'un peu plus de plaisir. Björn marche à travers les plaines, repérant quelque chose qui gît au loin. On coupe à l'œil d'un léopard qui s'ouvre brusquement, l'air vif est complètement alerte. Un jeune léopard regarde par-dessus son épaule, sentant que quelque chose ne va vraiment pas. Le petit léopard tourne la tête, toujours en état d'alerte après avoir été réveillé de son sommeil. Le petit demande à sa mère si elle est réveillée, et elle se contente de répondre qu'elle ne l'est pas. La maman léopard dit à ses enfants de se rendormir, complètement inconsciente du danger. On coupe à un crâne de mammouth alors que le narrateur dit bonne nuit à un nouveau personnage nommé Eren. On revient à un jeune Björn, qui prétend qu'il était un chasseur prospère après avoir quitté la maison. Mais le panneau suivant le montre en train d'échouer complètement à attraper un seul cheval d'un troupeau. Jeune Björn pique une crise de colère alors que le narrateur admet qu'il était en fait assez inexpérimenté à l'époque. Mon gars est complètement épuisé, apprenant à la dure que la chasse est un vrai travail. Il traite son jeune lui de naïf tout en se plaignant de devoir manger une salade au dîner. Le jeune Björn est forcé de manger de l'herbe, l'air absolument dégoûté par ses choix de vie. Il se plaint du manque de goût des légumes verts, se demandant comment quelqu'un peut manger ces cochonneries. Il commence à pleurnicher en disant que sa mère lui rapportait de la viande tout le temps, et on voit maman ours rapporter le dîner à son enfant difficile. Le jeune Björn regarde autour de lui, essayant déjà de trouver le repas le plus facile possible. Il admet que les proies rapides comme les chevaux demandent trop d'efforts pour une simple chasse. Il pense ensuite aux macrochonias, ces trucs bizarres à long cou, mais il réalise vite que ces unités absolues sont bien trop grosses pour lui. Il repère ensuite un glyptodon, mais il sait que ce tank blindé est quasiment impossible à briser. Même les petites bêtes comme les tapirs l'énervent parce qu'ils sont trop agiles. Le jeune Björn pousse un soupir de frustration, réalisant que la chasse est un vrai travail. Il commence à souhaiter un moyen d'avoir un repas complet sans faire le moindre effort. Le narrateur laisse entendre que ses prières paresseuses sont exaucées quand il capte une odeur dans le vent. Il tombe sur une carcasse fraîche, réalisant qu'il vient de trouver de la viande délicieuse gratuite. Le jeune Björn rampe dans l'herbe en se plaignant de ne pas voir ce qu'il sent. Un puma est en train de mordre dans une carcasse et lève les yeux, complètement déconcerté par le bruit. Ses yeux s'écarquillent quand il réalise qu'il est tombé sur le dîner de quelqu'un d'autre. Le puma perd complètement la tête et s'enfuit, laissant le jeune Björn planté là. Il regarde le chat courir, réalisant qu'il était trop occupé à manger pour même le remarquer. Le jeune Björn regarde en arrière, une petite ampoule s'allume clairement dans sa tête. Il regarde le repas gratuit que le puma a laissé derrière lui, un pécari en parfait état, gros plan sur son œil alors que le narrateur confirme qu'il a une révélation. Le jeune Björn approche de la nourriture gratuite, réalisant qu'il vient de trouver l'astuce ultime. Le narrateur explique que c'est le moment où il a appris à utiliser son avantage naturel. Le jeune Björn pousse un rugissement, embrassant pleinement sa nouvelle vie de tyran professionnel. Il déclare sa nouvelle devise, si la chasse est difficile, vole la nourriture. Il se tient au-dessus de son prix volé, traitant les propriétaires d'origine de lâches pour s'être enfuis. Il prend une grosse bouchée, confirmant que la viande volée gratuite est la meilleure. Le narrateur explique qu'il a commencé à voler de la nourriture aux smilodons, aux jaguars et aux loups. On voit un jaguar s'enfuir après s'être fait voler son argent de poche par Björn. Une meute entière de loups est forcée de courir alors qu'il explique qu'ils offrent simplement leur repas. Le jeune Björn savoure une autre proie volée, commentant la tendreté de la viande. Mais le narrateur dit que certains prédateurs comme ce smilodon ont réellement essayé de riposter. Même un loup se montre prêt à se battre, n'étant pas prêt à abandonner son dîner sans se battre. Le loup qui a essayé de riposter hurle maintenant dans une agonie absolue. La mâchoire du smilodon est complètement réarrangée pour avoir essayé de défendre son repas. Le cou du loup se brise en arrière, apprenant une dure leçon sur le droit de propriété. Le jeune Björn se vante que personne ne peut supporter ses poings, montrant le smilodon KO.
On voit un autre des challengers étendu froidement sur l'herbe, complètement détruit. Le jeune Bjorn se tient au-dessus des corps, se foutant de leur stupidité, il avoue avoir mangé les perdants aussi, car pourquoi gâcher de la bonne viande? Le narrateur explique que ce régime riche en protéines l'a rendu absolument baraqué. Il avait l'impression d'absorber leur force, passant au niveau supérieur à chaque mort. Et juste comme ça, il est devenu une unité absolue, même parmi les siens. Le jeune Bjorn rugit au-dessus des corps de ses rivaux, cimentant son statut d'objet de peur. Il lèche sa patte ensanglantée, appréciant clairement sa nouvelle vie de caïd du quartier. On le montre en train de dominer un autre ours tout en se vantant que tout le monde a peur de lui. On voit un gros plan du cou brisé de sa victime alors qu'il dit que personne n'ose s'opposer à lui. Le jeune Bjorn se tient au-dessus d'une autre proie, rugissant que c'est parce qu'il est juste si fort. Le narrateur dit que c'est comme ça que ça aurait dû être, avec tout le monde qui s'enfuit en ayant peur de lui. Soudain, un tapir blessé commence à crier, interrompant le petit trip de puissance de Bjorn. Le jeune Bjorn regarde, clairement agacé que quelqu'un fasse du bruit sur son territoire. Un énorme tigre à dents de sabre apparaît, rugissant comme s'il était réellement prêt à se battre. Le Smilodon se prépare à affronter Bjorn pour la proie, ressemblant à une race complètement différente. Un crâne de mammouth aléatoire se trouve dans le champ, préparant le terrain pour cette épreuve de force. Le Smilodon laisse échapper un grognement sourd, n'étant clairement pas intimidé par la réputation de notre garçon. Le jeune Bjorn est complètement abasourdi, se demandant si ce chat est réellement fou. Il n'arrive pas à croire que ce Smilodon le défie ouvertement au lieu de s'enfuir. Il est sur le point de la considérer comme folle jusqu'à ce qu'il repère quelque chose de caché dans l'herbe. On a un plan rapide d'une petite tanière sombre cachée à la vue. Et voilà la raison. Deux petits Smilodons terrifiés se cachent à l'intérieur. Bjorn a un regard suffisant, réalisant que cette maman chat se bat uniquement pour protéger ses petits. La mère Smilodon tressaille, sachant qu'il vient de trouver sa seule et unique faiblesse. Il s'emballe pour le combat, lui disant de se débattre autant qu'elle veut pour son amusement. Le jeune Bjorn dit à la mère Smilodon de se débattre pour son amusement. Il promet de la faire souffrir jusqu'à sa mort, l'air absolument dérangé. Un cri terrifié résonne dans la tanière alors que le combat commence officiellement. Un des Smilodons prend la poudre d'escampette, courant pour sauver sa peau. Le pauvre gamin est déjà à bout de souffle, s'arrêtant pour reprendre son souffle en panique. Le petit se jette dans un buisson se cachant et espérant le meilleur. Le jeune Bjorn pousse un rugissement, s'amusant clairement comme un faux avec cette chasse. Il repousse nonchalamment la mère Smilodon alors qu'elle se jette sur lui. L'autre petit est toujours caché près de la tanière, absolument paralysé par la peur. Maman Smilodon est au sol mais grogne toujours, refusant de reculer. Le jeune Bjorn se met en colère, armant un coup de poing et criant sur la mère à dents de sabre. Il balance un coup pour les étoiles, criant au chat de mourir alors qu'elle esquive son attaque. Il se rate complètement, se plaignant qu'elle est trop rapide et qu'elle esquive comme un putain de rat. La mère Smilodon garde ses distances, et Bjorn réalise qu'elle reste juste hors de sa portée. Les deux se tournent autour, et il doit admettre que ce chat sait réellement se battre. Le jeune Bjorn interrompt la raclée, réalisant qu'elle n'essaie même pas de protéger sa nourriture. On a un plan du tapir mort, confirmant qu'il a été complètement abandonné dans l'herbe. La mère Smilodon reste sur ses gardes, et Bjorn comprend que son seul but est de protéger ses enfants. Le gars est toujours confus, se demandant pourquoi elle n'a pas juste pris ses enfants et s'est enfuie. Ils se font face à nouveau tandis que Bjorn se demande si elle est assez délirante pour penser qu'elle peut gagner. Le jeune Bjorn réalise que la maman aux dents de sabre essaie juste de gagner du temps pour son enfant, mais il remarque qu'aucun des petits n'a réellement essayé de s'échapper. Notre garçon a une illumination soudaine alors qu'il commence à relier les points. Il comprend que les petits doivent être incapables de bouger, forçant leur mère à se retrouver coincée. Ce psychopathe sourit, réalisant qu'il a trouvé le moyen parfait de rendre ce combat plus divertissant. La maman aux dents de sabre reste sur ses gardes, complètement inconsciente qu'il a découvert sa faiblesse. Bjorn s'emballe et commence immédiatement à la frapper, disant que cela rend la situation plus amusante. Le gars se marre en la poursuivant comme si c'était un jeu. La maman aux dents de sabre est confuse par ses coups sauvages, se demandant s'il a une stratégie. Bjorn réussit un autre coup maladroit, prouvant que la force brute est son seul plan. La maman aux dents de sabre pense que ses attaques sauvages ne feront que le fatiguer plus vite. Le jeune Bjorn rugit de toutes ses forces, la traitant d'idiote imprudente dans cette situation. Elle décide de laisser l'abruti s'épuiser, prévoyant d'attendre son ouverture. Bjorn commence à ralentir, et tous les deux pensent que leur plan fonctionne parfaitement. Notre garçon Bjorn jette un regard qui dit qu'il se joue d'elle depuis le début. La maman aux dents de sabre réalise que sa fenêtre est ouverte et décide de passer à l'action. Elle passe à l'offensive, chargeant maintenant qu'elle pense qu'il est enfin à bout de souffle, mais Bjorn faisait semblant, prêt à abattre sa patte et à mettre fin à ce combat une fois pour toutes. Le gars abat sa patte avec assez de force pour faire trembler le sol. Il fracasse un tronc, l'envoyant voler en guise de distraction ou d'arme de fortune. La maman aux dents de sabre s'envole, griffes sorties, essayant de prendre Bjorn par surprise. Elle pousse un rugissement massif, visant à enfoncer ses crocs directement dans son cou, mais Bjorn la sort simplement du ciel, la claquant comme une poupée de chiffon.
La maman aux dents de sabre crache du sang, complètement abasourdie que son piège ait réellement fonctionné. Le pauvre petit sort des buissons, regardant sa mère se faire complètement démolir. Le jeune Björn commence à se vanter, lui demandant comment elle a aimé sa performance digne d'un Oscar. Le gars révèle qu'il savait qu'elle visait sa nuque parce que c'est un geste classique. Il nargue la maman aux dents de sabre ensanglantée, lui disant qu'elle aurait dû utiliser son cerveau. Björn devient condescendant, disant qu'elle ne comprendrait pas puisqu'ils sont d'espèces différentes. Cloué au sol et saignant, la maman aux dents de sabre grogne toujours, refusant d'abandonner. Le jeune Björn nargue la maman aux dents de sabre clouée au sol, lui demandant de quoi elle grommelle. La maman aux dents de sabre enfonce ses crocs profondément dans l'épaule de Björn, refusant d'abandonner. L'œil de notre garçon s'écarquille, complètement choqué qu'elle ait réellement réussi à le blesser. Björn commence à se débattre, perdant complètement la tête face à sa contre-attaque désespérée. La maman aux dents de sabre lui crie de lâcher prise même si c'est elle qui est agrippée. Le gars s'agite comme un idiot, se plaignant que ce chat ne veut tout simplement pas lâcher prise. Björn laisse échapper un véritable cri de douleur alors que ses dents s'enfoncent directement dans son muscle. Il hurle toujours de toutes ses forces, réalisant que cette chose essaie réellement de le tuer. La maman aux dents de sabre mord encore plus fort, refusant de lui céder un seul centimètre. Björn devient complètement fou, la fracassant à plusieurs reprises contre le sol tout en criant qu'elle doit mourir. Le jeune Björn continue de fracasser la maman aux dents de sabre contre le sol comme un fou. La maman aux dents de sabre est un gâchis sanglant après avoir encaissé ce tabassage absolu. Le gars halète fort, réalisant finalement que ce combat a réellement demandé des efforts. Il se tient au-dessus de son corps en la traitant de sangsue pour avoir eu le culot de le mordre. La maman aux dents de sabre est officiellement KO, complètement démolie. Ce psychopathe décide de ne pas la manger tout de suite, se souvenant qu'il reste encore un petit à terroriser. Le gars commence à s'éloigner, prêt à aller trouver l'autre enfant pour terminer son jeu malade. Une nuée de vautours descend immédiatement sur le cadavre frais de la maman aux dents de sabre. Les charognards sont déjà en train de la nettoyer, ne laissant absolument rien derrière eux. Nous revenons au buisson où le petit se cache, écoutant toute cette foutue histoire. L'autre petit aux dents de sabre est étendu mort, confirmant que Björn a terminé son jeu malade. Le petit survivant jette un coup d'œil hors de sa cachette pour découvrir le cadavre de son frère ou de sa sœur. Le pauvre enfant est absolument horrifié, réalisant que toute sa famille vient d'être anéantie. Le jeune Björn laisse échapper un énorme bâillement sanglant, complètement ennuyé après son petit massacre. Il s'éloigne épuisé mais sent que quelque chose ne va pas, essayant d'ignorer ce sentiment. Le gars continue de marcher, jurant alors que ce mauvais pressentiment commence à devenir beaucoup trop réel. Il finit par se lancer dans une course de panique totale, réalisant que son instinct avait raison. Le gars transpire et hurle, perdant enfin son sang-froid pour la première fois. Il commence à s'agiter sauvagement alors que quelque chose d'invisible commence à complètement saccager sa merde. Ses yeux se révulsent alors qu'il réalise qu'il est complètement et totalement foutu. Un rhinocéros géant lance à Björn le regard tu as merdé juste avant la raclée. Le rhinocéros plaque au sol le jeune Björn, lui donnant un avant-goût de sa propre médecine. Le gars est au sol, transpirant à grosses gouttes, tandis que le rhinocéros se tient au-dessus de lui comme un videur. Et il s'avère que le rhinocéros a amené toute son équipe, et ils sont tous absolument furieux. Le jeune Björn halète, réalisant enfin ce que ça fait d'être du mauvais côté. Notre garçon est complètement encerclé par le troupeau de rhinocéros, cherchant une échappatoire qu'il ne trouvera pas. Le rhinocéros chef rugit, lui disant en gros qu'il a choisi le mauvais quartier pour être un connard. Le jeune Björn traverse une crise existentielle totale, se demandant comment les rôles ont pu s'inverser si rapidement. Tout le troupeau commence à lui courir après alors qu'il remet en question ses choix de vie. Le narrateur nous balance un flashback, expliquant que tout ce bazar a commencé il y a 6 mois. Le jeune vérifie sa patte enflée se plaignant que la blessure s'aggrave. Le gars est toujours furieux contre la maman aux dents de sabre, la blâmant pour sa patte cassée. Il crache par terre par pure frustration, ne supportant clairement pas bien la douleur. Björn accepte son sort, admettant qu'il ne peut même pas courir avec sa patte dans cet état. Le type décide que la chasse est impossible tant qu'il ne s'est pas remis, l'air complètement abattu, mais il revient immédiatement à son état d'esprit de tyran, préférant de toute façon voler de la nourriture. Il énumère ses victimes habituelles, confiant qu'il y a beaucoup de crétins à voler pour le dîner. Notre garçon part à la recherche d'une cible facile, prêt à continuer son règne de terreur. Le narrateur nous donne un indice massif que la journée du gars va être ruinée. Björn s'arrête net, ayant soudainement un très mauvais pressentiment à propos de quelque chose. Le jeune se plaint qu'après avoir erré toute la journée, il n'a même pas senti l'odeur du sang. Il renifle l'air, concluant qu'il n'y a absolument pas eu de chasse dans les environs. Notre garçon se demande si tous les autres prédateurs de la région ont décidé de commencer à jeûner. Mon gars abandonne pour la journée, se disant qu'il devra chercher plus loin demain. Il décide de dormir et d'économiser ses forces, convaincu que demain ne pourra pas être pareil. Le narrateur explique que Björn pensait juste que c'était un jour de malchance et s'est évanoui. Un groupe de corbeaux flippants l'observe depuis un arbre, ce qui n'est jamais bon signe. Il dort profondément, complètement inconscient du cauchemar absolu qui est sur le point de se produire.
Un saut dans le temps montre notre garçon errant pendant 4 jours d'affilée sans rien trouver. Le 5e jour, il finit par s'arrêter, sentant que quelque chose ne va vraiment pas. Le jeune Björn finit par s'arrêter de marcher, son pied heurtant le sol avec un bruit sourd d'épuisement. Le visage de mon gars se tord de confusion alors que le narrateur confirme que son cul en réalise enfin la vérité. Il regarde les plaines vides, se demandant pourquoi chaque animal s'est barré. Le type se demande pourquoi les prairies sont vides alors que le narrateur confirme que les choses ont très mal tourné. Une ampoule finit par s'allumer dans son crâne épais alors qu'il se demande s'il est le problème. Le jeune Björn regarde autour de lui en demandant si tout le monde est vraiment parti juste pour échapper à son comportement toxique. Il se tient seul dans les vastes plaines, réalisant qu'il est le seul prédateur restant dans cette ville fantôme. Le narrateur explique que tout le monde en a marre de se faire voler son argent de poche et de se faire défoncer la gueule. On voit la meute de loups de tout à l'heure littéralement migrer parce qu'ils préfèrent mourir de faim ailleurs. Même les gros chats ont fait leurs valises, laissant le territoire de Björn complètement vide de compétition. La lèvre du jeune Björn tremble d'une rage pure et sans mélange d'être abandonné. Mon gars pique une crise en traitant tout le monde de lâche pour avoir fui son comportement toxique. Le narrateur explique que c'est juste de la survie. Montrant la maman aux dents de sabre et son enfant, on voit la meute de loups se détendre, prouvant qu'éviter un psychopathe est une décision intelligente. Cet idiot leur crie de revenir, ne comprenant toujours pas qu'il est le problème. La réalisation le frappe enfin que s'il veut manger, il doit réellement travailler. Mon gars décide enfin de chasser lui-même, se précipitant à travers la plaine. Il commence immédiatement à chasser des cerfs, en leur criant dessus comme un parfait cinglé. Le narrateur le critique en disant que son corps et ses compétences sont nuls pour la chasse. Notre garçon est déjà à bout de souffle, se plaignant que la proie est trop rapide et qu'il va s'évanouir. La jambe du jeune Björn commence à trembler de façon incontrôlable à cause de l'épuisement et de la faim. Le narrateur nous sort le « mais attendez, ce n'est pas tout », alors que Björn a l'air absolument furieux. Et juste comme ça, mon gars s'écrase complètement en pleine course, mangeant un visage rempli de terre. Il est au sol, se plaignant que son avant-jambe cassée de ce combat contre les dents de sabre se réveille. Notre garçon réalise qu'il doit manger et se reposer pour guérir, mais il est à court de force depuis des jours. Le narrateur explique qu'il est dans une impasse. Bouger lui fait mal, mais ne pas bouger signifie qu'il meurt de faim. Mon gars est officiellement coincé dans un cercle vicieux de douleurs, de blessures et de famine. Il est allongé, sachant qu'il doit manger pour que sa patte guérisse, mais il n'a absolument rien. Le jeune Björn abandonne pour la journée, acceptant qu'il va se coucher le ventre vide une fois de plus. Et il est de retour à manger de l'herbe, l'air tout aussi dégoûté par sa vie que la première fois. Le jeune Björn se plaint de cette herbe dégoûtante, disant qu'il ne peut même pas se forcer à l'avaler. Le narrateur confirme que notre garçon réalise enfin à quel point il est foutu. Il admet qu'il ne peut pas chasser avec sa jambe cassée et ne survivra pas avec une salade. Mon gars sait qu'il a besoin de beaucoup de viande rapidement, mais il est trop épuisé pour aller trouver quelqu'un à voler. Il réalise que même s'il ne meurt pas de faim, il va devenir incroyablement faible. Le type conclut qu'il doit se procurer de la nourriture par tous les moyens nécessaires, que ce soit en chassant ou en volant. Le narrateur est d'accord que son analyse est correcte, mais il y a un énorme cependant qui arrive. Notre garçon jette un coup d'œil à travers l'herbe alors que le narrateur avertit qu'un bon plan peut quand même partir en couille. Un couple de mastodontes se pointe, et Björn commence immédiatement à se plaindre du bruit. Il admet qu'il n'est pas en position de faire le difficile et qu'il envisage réellement ce combat insensé. Mon gars décide qu'il ne peut pas se permettre d'attendre et s'engage dans cette chasse aux mastodontes absolument insensée. Il se fixe immédiatement sur le bébé du groupe parce que, bien sûr, il cible le plus faible. Notre garçon se cache dans l'herbe, prévoyant d'attendre que le gamin s'éloigne du troupeau. Son plan de génie est juste de le blesser, de le laisser se vider de son sang, puis de revenir chercher le corps. Le narrateur nous sort le « tout le monde a un plan » alors que Björn attend son moment. Et la chute, c'est un mastodonte massif qui le fixe, ruinant complètement sa mort. Le jeune Björn panique immédiatement et commence à courir pour sauver sa peau. Mon gars se précipite à travers les plaines alors que tout le troupeau commence à le poursuivre. Il hurle à tue-tête, réalisant enfin ce que ça fait d'être la proie. Et une défense massive sort de nulle part et l'envoie absolument voler dans les airs. Le jeune Björn est en l'air, hurlant à plein poumon après avoir été absolument projeté par ce mastodonte. Un rhinocéros lui lance un regard froid et mort alors qu'il s'écrase de nouveau sur terre. Mon gars s'écrase au sol alors que le rhinocéros se tient au-dessus de lui, prêt à continuer la raclée. Le rhinocéros grogne de dégoût alors que Björn gît là, complètement brisé et terrifié. Tout le troupeau de rhinocéros commence à rugir à l'unisson, et ils sont tous absolument assoiffés de sang. Le jeune Björn est au sol, haletant, et réalisant enfin qu'il n'a plus aucune option. Il lève les yeux et voit qu'il est complètement encerclé par la bande de rhinocéros énervés. Le rhinocéros en chef laisse échapper un dernier cri de guerre, signalant à peu près le début de l'exécution. Notre garçon a une crise de panique totale, se demandant comment sa vie s'est effondrée aussi vite. Tout le troupeau charge alors qu'il se demande comment diable il a fini par être à l'extrémité réceptrice. Le narrateur revient en arrière d'un semestre pour nous montrer exactement où cet idiot s'est trompé.
Le jeune Bjorn se plaint que sa patte est de plus en plus enflée au lieu de guérir. Il pique toujours une crise à propos de la maman aux dents de sabre, souhaitant avoir détruit son cadavre. Mon gars crache de dégoût, complètement marre de sa situation actuelle. Il accepte enfin la réalité, admettant qu'il ne peut même pas courir avec sa jambe aussi cassée. Notre garçon décide que la chasse est hors de question jusqu'à ce qu'il soit complètement remis de sa blessure, mais il revient immédiatement à ses vieilles habitudes, se disant qu'il va juste voler de la nourriture à la place. Il énumère tous les prédateurs qu'il intimide habituellement, pensant qu'il a beaucoup d'options. Mon gars part à la recherche d'un repas facile, mais le narrateur laisse entendre que son plan est sur le point d'échouer. S'arrête net, ressentant soudainement une très mauvaise sensation alors qu'il commence à transpirer. Le jeune homme se plaint qu'après avoir erré toute la journée, il n'a même pas senti d'odeur de sang. Il renifle l'air, concluant qu'il n'y a eu absolument aucune chasse dans les environs. Notre garçon se demande si tous les autres prédateurs de la région ont décidé de commencer à jeûner ou quelque chose du genre. Mon gars abandonne pour la journée, pensant qu'il devra chercher plus loin demain. Il décide de dormir et d'économiser ses forces, convaincu que demain ne peut pas être pareil. Le narrateur explique que Bjorn pensait juste que c'était un jour de malchance et s'est évanoui. Tout un groupe de corbeaux flippants l'observe depuis un arbre, ce qui n'est jamais bon signe. Il dort profondément, complètement inconscient du cauchemar absolu qui est sur le point de se dérouler. Un saut dans le temps montre notre garçon errant pendant 4 jours de suite sans rien trouver. Le 5e jour, il s'arrête enfin, sentant que quelque chose ne va vraiment pas ici. Le jeune plante son pied, en a enfin fini avec son errance inutile et affamée. Le visage de mon gars se tord de confusion, admettant à lui-même que quelque chose ne va vraiment pas. Le narrateur confirme que notre garçon arrogant commence enfin à comprendre alors qu'il s'interroge sur le paysage vide. Il se demande pourquoi la terre la plus fertile est une ville fantôme alors que le narrateur confirme sa pire crainte. Les yeux du type s'écarquillent alors qu'il pose enfin la question à $1 million. Est-ce de ma faute? Il baisse les yeux, transpirant, alors que l'horrible vérité s'installe que tout le monde s'est enfui de lui. Un plan large le montre complètement seul alors qu'il réalise qu'il est le dernier prédateur debout. Le narrateur explique que se faire assassiner pour un repas n'était plus une option viable pour personne. On revoit la meute de loups, confirmant qu'ils ont littéralement fait leur valise et sont passés à un nouveau serveur. Les grands chats sont également montrés en train de partir, laissant l'intimidateur du quartier sans personne à intimider. La jeune lèvre tremble dans une rage pure et sans mélange d'être abandonnée. Mon gars pique une crise en traitant tout le monde de lâche pour avoir quitté son cul toxique. Le narrateur explique que ce n'est que de la survie, montrant la maman aux dents de sabre et son enfant, on voit la meute de loups se détendre, prouvant qu'éviter un psychopathe est une décision intelligente. Cet abruti hurle pour qu'il revienne, ne comprenant toujours pas que c'est lui le problème. La réalisation le frappe finalement que s'il veut manger, il doit réellement travailler. Mon gars décide enfin de chasser lui-même. En traversant la plaine, il commence immédiatement à chasser des cerfs, en leur hurlant dessus comme un parfait fou. Le narrateur le clash, disant que son corps et ses compétences sont nuls pour la chasse réelle. Notre garçon est déjà à bout de souffle, se plaignant que la proie est trop rapide et qu'il va s'évanouir. Sa jambe finit par céder, tremblant comme une feuille après cette excuse pathétique de chasse. Le narrateur intervient pour nous faire savoir que ces problèmes ne font que commencer. Notre garçon se casse complètement la gueule, se plantant la face dans l'herbe comme un amateur total. Il commence immédiatement à se plaindre de sa patte avant cassée, blâmant toujours cette maman aux dents de sabre. Le type finit par faire le lien. Pas de nourriture signifie pas de guérison, et il est affamé. Le narrateur expose sa situation sans issue. Mourir de faim en se reposant ou empirer en bougeant. Et juste comme ça, notre garçon est piégé dans une spirale descendante qu'il a lui-même créée. Il est complètement à bout de souffle sachant que son corps ne se rétablira pas sans un repas qu'il ne peut pas obtenir. Mon gars appelle ça une journée, se résignant à une autre nuit avec l'estomac vide. Alors c'est retour au bar à salade pour le dîner, et il a l'air absolument misérable à ce sujet. Le jeune Bjorn a littéralement le haut le cœur à cause de l'herbe, la recrachant avec un dégoût absolu. Mon gars se plaint de la laideur des légumes en disant qu'il ne peut même pas se forcer à les avaler. Le narrateur confirme que notre garçon réalise enfin à quel point il est foutu. Il admet qu'il ne peut pas chasser avec sa jambe cassée et ne survivra pas avec une putain de salade. Mon gars sait qu'il a besoin de beaucoup de viande rapidement, mais il est trop épuisé pour aller trouver quelqu'un à voler. Le type conclut que même s'il ne meurt pas de faim, il va devenir incroyablement faible. Il décide qu'il doit obtenir de la nourriture par tous les moyens nécessaires, que ce soit en chassant ou en volant. Le narrateur convient que son analyse est correcte, mais il y a un énorme mais à venir. Notre garçon jette un coup d'œil à travers l'herbe alors que le narrateur avertit qu'un bon plan peut encore partir en couille. Un couple de mastodontes se présente, et Bjorn commence immédiatement à se plaindre du bruit. Le jeune Bjorn se plaint qu'il préférerait combattre quelque chose de plus petit, mais c'est qu'il ne peut pas se permettre d'être difficile. Il regarde le troupeau passer, décidant qu'il doit saisir cette chance ou mourir de faim. Mon gars fixe ses vues sur le plus petit mastodonte, allant naturellement vers la cible facile. Il reste caché, prévoyant de tendre une embuscade au jeune quand il sera séparé du groupe. Le plan est d'infliger une blessure profonde,
de la laisser saigner et de revendiquer le corps plus tard. Le narrateur laisse tomber la ligne, tout le monde a un plan alors que Björn attend son ouverture. Et voici le coup de poing dans la bouche. Un mastodonte massif apparaît juste devant lui. Le visage de notre garçon se tord dans une pure terreur alors qu'il réalise que son plan génial vient de partir en couille. Il sort de l'herbe complètement stupéfait par le géant qui vient de l'attaquer par surprise. Le mastodonte pousse un rugissement furieux, n'appréciant clairement pas la tentative d'assassinat de son enfant. Le jeune Björn transpire à grosses gouttes complètement sans voix devant l'unité massive en face de lui. On obtient un gros plan sur l'œil du mastodonte, et il est absolument rempli de pure rage. Notre garçon accepte finalement son sort, réalisant que son plan génial était un désastre complet. Le mastodonte charge immédiatement, et mon gars est beaucoup trop lent pour même réagir. Et juste comme ça, un gros plan montre la défense massive se balançant avec suffisamment de force pour mettre fin à toute sa carrière. La trompe du mastodonte le frappe en plein vol, ajoutant l'insulte à une blessure très grave. Mon gars est envoyé valser dans les airs, complètement hors de contrôle, et se dirige vers un atterrissage brutal. Il finit par retomber sur terre, dérapant sur le sol comme une putain de poupée de chiffon. Notre garçon est complètement détruit, admettant finalement à lui-même qu'il est sur le point de mourir. Le mastodonte se tient au-dessus du corps du jeune Björn, prêt à mettre fin à tout cela une fois pour toutes. La bête massive lève son pied, se préparant pour le coup de pied final qui brise les os. Notre garçon pousse un gémissement pathétique, sachant qu'il est complètement et totalement fini, et le mastodonte le piétine dans le sol, le faisant crier dans une pure agonie. La maman mastodonte et son enfant regardent la poussière retomber sur le cul aplati de Björn. Le mastodonte tourne le dos et s'éloigne, laissant notre garçon pour mort dans l'herbe. Le grand type pousse un soupir satisfait, se sentant clairement bien après cette raclée. Tout le troupeau pousse un triomphe avant de finalement décider de passer à autre chose. Le troupeau laisse derrière lui le corps ensanglanté et brisé de notre garçon sans un second regard. Le jeune Björn est à peine conscient, se demandant faiblement si la voie est enfin libre. Le jeune Björn gît brisé sur le sol, d'une manière ou d'une autre toujours en vie après cette raclée absolue. Le narrateur confirme que la vie de notre garçon a officiellement touché le fond après ce retour à la réalité. Mon gars a du mal à se relever, son corps tremble à cause de la raclée qu'il vient de prendre. Il se demande si son bras est cassé alors que le narrateur confirme que chaque centimètre de lui a été piétiné. Notre garçon s'éloigne en titubant, pensant qu'il a de la chance d'être en vie, mais le narrateur le contredit violemment. Il s'effondre à nouveau, réalisant qu'il aurait peut-être été préférable de mourir plutôt que de vivre ainsi. Sa patte tremble alors que le narrateur confirme que cette nouvelle vie brisée est un enfer sur Terre. Le type halète fortement, se demandant pourquoi le lac lui semble soudainement si loin. Il admet qu'avec son corps démoli, même aller chercher de l'eau est une mission, et la chasse est impossible. Mon gars est forcé de suivre un régime végétalien, mais cela ne signifie pas qu'il a cessé d'avoir envie de viande. Yoon explique que manger est devenu une corvée misérable qu'il ne fait que pour survivre. Mon gars admet que son nouveau régime à base d'herbe lui fait perdre tous ses muscles. Il a l'air maigre comme un clou, confirmant qu'il dépérit sans nourriture réelle. Pour aggraver les choses, un couple de loups se met à aboyer à proximité. La meute de loups qu'il avait l'habitude de brutaliser est maintenant en train de dévorer une proie fraîche juste devant lui. Notre garçon est absolument furieux que même ces loups pathétiques n'aient plus peur de lui. Il essaie de sauver la face, affirmant qu'il part parce qu'ils sont sales, pas parce qu'il est faible. Mais l'un des loups décide de le prendre au mot et l'attaque immédiatement. Le loup lui saute directement sur le dos, et notre garçon est complètement choqué par cette attaque soudaine. Toute la meute l'envahit alors qu'il panique, se demandant pourquoi ils ont soudainement pris leur courage à deux mains. Yoon Björn se fait absolument déchiqueter dans un nuage de poussière, criant au loup de le laisser partir. Il finit par se libérer et s'enfuit, traitant les loups de fous pour avoir eu le culot de se défendre. Les loups le regardent fuir alors que le narrateur confirme que sa liste de nouveaux ennemis s'allonge. Maintenant, même les tigres à dents de sabre et les jaguars sont à ses trousses, et ils ont l'air absolument furieux. Notre garçon transpire à grosses gouttes, entendant les rugissements de tous les prédateurs qu'il a lésés. Le narrateur ajoute que même les gamins osent maintenant le défier. Un papa ours au hasard insulte Björn à distance, le traitant de vieil homme mourant. Le petit demande si cette épave pathétique est le fameux Björn, mais son père dit que c'est impossible. Notre garçon continue de marcher, complètement vaincu et sachant que sa réputation est au plus bas. Le narrateur explique que même les animaux qu'il chassait se moquent maintenant ouvertement de lui. Yoon Björn trébuche dans les bois, ressemblant à l'ombre de lui-même. Il admet qu'il a trop forcé sur son corps démoli et qu'il s'est probablement déchiré un fichu muscle. Notre garçon craque complètement, se demandant comment diable il a pu devenir aussi pathétique. Il commence à blâmer la maman tigre à dents de sabre, se demandant si c'est là que sa chute a vraiment commencé. Ou peut-être qu'il pense que c'est quand ce troupeau de mastodontes l'a utilisé comme paillasson. Il se demande même si ça n'a pas commencé plus tôt, quand il chassait tout le monde de la ville. Le type traverse une crise d'identité totale, essayant de déterminer le moment exact où il a merdé. Il fait un pas lourd, toujours perdu dans ses pensées sur le moment où sa vie a complètement déraillé. Et son corps de mauviette finit par lâcher prise, lui faisant complètement perdre l'équilibre.
Mon gars trébuche et tombe du bord d'une falaise, sa séance d'apitoiement prenant fin brutalement. Young dégringole le long de la falaise comme une poupée de chiffon après sa séance d'apitoiement. Il s'écrase au sol, crachant de la bave après cet atterrissage absolument brutal. Notre garçon se réveille l'air complètement hébété, se demandant ce qui vient de se passer. Le type est tellement détruit qu'il doit se demander s'il est encore en vie. Il se rend compte que c'est déjà l'aube, ce qui signifie qu'il a été assommé toute la nuit. Mon gars regarde l'énorme falaise avec incrédulité, qu'il ait survécu à cette chute. Il se dit que le sol mou a dû amortir sa chute, lui sauvant les miches. Il commence à se vanter d'être dur à tuer, mais repère immédiatement quelque chose hors champ. Un gros plan sur son œil montre qu'il est fixé sur quelque chose, et sa chance pourrait bien tourner. Et voilà, un mastodonte mort qui ressemble à un festin tombé du ciel. Youngbjorn est sans voix, trouvant non pas un, mais 2 mastodontes morts au pied de la falaise. Mon gars est complètement déconcerté, se demandant ce qui le regarde après sa série de malchance. Il pose prudemment une patte sur la carcasse, s'assurant probablement qu'il n'hallucine pas à cause de la faim. Le type confirme qu'ils sont tous les 2 morts, réalisant qu'il vient de décrocher le jackpot. Il planifie déjà son festin de 2 mois, mais se demande pourquoi ces unités absolues sont mortes subitement. Notre garçon inspecte les corps, remarquant qu'ils sont maigres mais ne présentent aucun signe de combat. Il marche sur le sol et se rend compte qu'il est sec sur le dessus mais qu'il s'enfonce comme des sables mouvants. Le type se rend compte que le sol collant est un piège mortel potentiel, bien pire que de la boue ordinaire. Il regarde autour de lui en reliant les poings, se rendant compte que toute cette zone est une tourbière déguisée en sol solide. Mon gars regarde toute la vallée, devinant qu'il s'agit d'un lit de rivière asséché qui a piégé le mastodonte. Young confirme sa théorie, réalisant que c'est la tourbière qui a tué ces unités absolues. Il se dit qu'ils ont choisi le lit de la rivière parce qu'il semblait beaucoup plus facile que de gravir les collines escarpées. Les crétins sont entrés directement dans la vallée, pensant qu'ils prenaient un raccourci. Et juste comme ça, leurs pieds se sont complètement enfoncés dans la boue, les piégeant pour de bon. Ils se sont débattus jusqu'à être complètement à bout de souffle et sont morts d'épuisement. Notre garçon réalise que c'est sa carcasse maigre qui est la seule raison pour laquelle il ne s'est pas embourbé lui aussi. Le narrateur nous donne un fait amusant sur le fait que cela arrive réellement aux éléphants en Afrique. Mon gars devient un peu arrogant en décidant qu'il est tout simplement trop dur à tuer. Il pose sa patte sur le festin gratuit, prêt à enfin prendre un repas décent. Notre garçon prend une énorme bouchée, goûtant enfin de la viande après son régime végétalien forcé. Youngbjorn déclare que c'est son point le plus bas, et qu'il est sur le point de commencer sa tournée de retour. Mon gars est en train de démolir ce mastodonte, reprenant du poil de la bête à chaque bouchée. Il jure de redevenir l'unité absolue dont tout le monde avait peur. Le narrateur confirme que c'est le moment où notre garçon a décidé de se ressaisir. Il décide de commencer à utiliser son environnement, réalisant que la force brute seule ne suffit pas. Et sa première victime est un rhinocéros qui hurle à tue-tête après s'être embourbé dans la tourbière. On montre notre garçon en train de chasser le rhinocéros, utilisant la vallée du piège mortel comme terrain de chasse personnel. Le rhinocéros était complètement embourbé, réalisant qu'il s'était engouffré dans un piège. Youngbjorn rugit, prêt à finir le travail maintenant que sa proie ne peut même plus bouger. Il explique qu'il n'a plus besoin de courir. Il n'a qu'à attendre que les idiots s'embourbent. Mon gars admet que sa nouvelle méthode de chasse au piège est assez simple pour que son cul cassé puisse la gérer, mais il sait qu'il ne peut pas se contenter d'attendre que les idiots tombent dans la boue toute la journée. Il trouve une proie laissée par un rhinocéros, prouvant qu'il est officiellement un charognard à plein temps maintenant. Notre garçon attend dans les buissons que les rhinocéros soient partis, apprenant enfin une sacrée patience. Il avoue qu'il n'est plus trop fier de fouiller, dévorant les restes. Le type accepte finalement que dans son état actuel, ces rhinocéros le détruiraient absolument. Il se plaint qu'il n'ait pas laissé plus de viande, décidant de se faire discret jusqu'à ce qu'il soit guéri. Le narrateur pose la grande question, que se passe-t-il quand il n'y a plus de reste à voler? Et la réponse est que mon pote est de retour à son misérable régime d'herbe, l'air vaincu. Il avale de force les légumes verts, disant qu'il n'a pas le choix s'il veut se remplir l'estomac. Mon pote décide de se concentrer uniquement sur le remplissage de son estomac et de se faire discret dans sa nouvelle grotte. Il utilise enfin son cerveau, décidant de se reposer et de laisser son corps cassé guérir. Notre garçon se dit d'être patient car toute cette guérison est pour son futur retour en force. 6 mois plus tard, il est enfin suffisamment guéri pour commencer à explorer au-delà de sa petite soupape de piège mortel. 1 an plus tard, ses articulations sont de nouveau en état de marche, et il bouge comme avant. Après 2 ans, même la meute de loups qui lui a sauté dessus commence à avoir l'air nerveuse comme un diable. Notre garçon est de retour à la chasse, et ses anciennes victimes ne peuvent plus ignorer sa présence. Il sent ce vieil instinct de tueur revenir, retrouvant enfin sa confiance après tout ce temps. Et dans la 3e année, il est officiellement de retour pour briser des coups et encaisser des chèques. Le jeune démolit absolument l'un des loups, annonçant officiellement son retour au sommet. Mon pote allait après avoir facilement démoli un jeune punk qui a osé le défier. Il lèche le sang de ses lèvres, savourant ce vieux goût familier de la victoire. Notre garçon pousse un rugissement massif et bouillant, annonçant officiellement son retour au sommet.
Il ressent la poussée d'adrénaline, complètement défoncé par son propre pouvoir une fois de plus. Il regarde le corps de son challenger, confirmant que c'est exactement ce qu'il voulait. Ce psychopathe a un regard fou dans les yeux, adorant la sensation de cet impact violent. Il rugit à travers les plaines, faisant savoir à tout le monde que le roi est officiellement de retour aux affaires. Le type appelle ça une journée rafraîchissante parce qu'apparemment, le meurtre est son café du matin. Il s'allonge, se demandant combien de temps s'est écoulé depuis qu'il s'est senti aussi bien. Mon pote décide que c'est son vrai moi, embrassant pleinement son rôle d'abruti suprême. Le jeune Bjorn pense que quelques semaines de plus de bonne nourriture et de repos lui permettront de revenir à 100%. Mon pote se rend compte que cela fait 3 ans entiers, admettant que son retour a pris beaucoup plus de temps qu'il ne le pensait. Il a un regard déterminé dans les yeux, planifiant clairement son prochain mouvement sans aucun remords. Le type décide de retourner sur son ancien territoire et de simplement assassiner tout le monde cette fois-ci. Ce psychopathe prévoit d'éliminer également leurs enfants, s'assurant que personne ne puisse plus jamais le défier. Il fantasme sur le fait d'être l'objet ultime de la peur, portant un bébé ours mort comme trophée. Mon pote veut être si craint que personne n'oserait même penser à le défier. Il a un sourire malsain sur le visage, vraiment excité par sa prochaine série de meurtres. Nous avons une photo paisible de la forêt, un calme avant la tempête absolue qu'il a prévue. Le narrateur nous lance une citation sur ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort pendant que Bjorn dort. Le narrateur nous lance un cependant alors qu'un chat mystérieux traverse l'herbe. Le narrateur explique que la règle selon laquelle on devient plus fort grâce à la souffrance s'applique à tout le monde, pas seulement à notre garçon. Et il s'avère que quelqu'un d'autre a gagné des niveaux pendant que Bjorn était en tournée de retour. Le bébé survivant aux dents de sabre a grandi et vient de trouver le salaud qui a tué sa famille.